VPLP, au départ, c'est un simple sigle, celui de Van Peteghem Loriot-Prévost, rassemblant les patronymes des deux fondateurs qui lancent leur cabinet, pas encore trentenaire, en 1983. 4 décennies plus tard, c'est l'une des plus grosses agences d'architecture navale, forte de 40 salariés, architectes, ingénieurs, designers. Née de la compétition, où elle a remporté toutes les courses, ou presque, l'agence s'est diversifiée dès le début dans la croisière, puis dans le maritime, jusqu'à concevoir un roulier de 120 mètres de long doté d'ailes rigides, canopé, lancé en 2023. En 40 ans, ces 3 pôles d'activité ont produit plus de 200 plans, soit plus de 7000 bateaux dessinés par VPLP, qui naviguent partout dans le monde. Dans ce podcast en 6 épisodes, lancé à l'occasion de son 40e anniversaire, nous retraçons les grandes étapes de la saga VPLP, en compagnie de ceux qui la vivent aujourd'hui. Depuis la passion du multicoque des débuts, qui trahit toujours l'équipe, jusqu'aux innovations dans la propulsion décarbonée, désormais marque de fabrique de l'agence. Bienvenue à bord de VPLP Design, 40 ans d'architecture navale, un podcast de VPLP produit par Tip & Shaft Studio. Pour ce 4e épisode de la saga des 40 ans de VPLP, on retrouve Simon Vatin, le président de VPLP. Salut Simon. Salut Pierre-Yves. Et on est aussi avec Xavier Guinel, qui est le coordinateur ingénierie, puisqu'il y a plein d'ingénieurs justement chez VPLP. Salut Xavier. Salut. Alors on continue à égrener nos dates épisode après épisode, et là on est en 2010 pour un événement majeur pour l'agence, et on verra dans des épisodes suivants, même pour des conséquences à assez long terme. On est en 2010 et il y a une certaine Coupe de l'Amérique. Un peu compliqué la Coupe de l'Amérique, pas tout à fait comme les autres. Un peu unique, ouais. Un peu unique, voilà, un grand trimaran américain qui va battre à plat de couture, on peut le dire, un catamaran suisse. Et ça va avoir beaucoup de conséquences pour VPLP. Est-ce que lequel d'entre vous veut commencer à nous raconter justement cet épisode assez central pour l'agence? Ouais, alors je vais effectivement Simon, donc je vais 2010, donc c'est effectivement la victoire du grand trimaran Oracle avec son aile de 68 mètres à Valence, à plat de couture contre le petit catamaran Alinghi, et la date dont je me souviens aussi, qui est un peu à l'origine de tout ça, c'est 2008. C'est un coup de fil au bureau de Paris de Russell Coutts qui nous apprend en gros qu'il y a des chances que la prochaine coupe soit en multi. Donc moi j'écoute ça de mon oreille de petit stagiaire en fait, puisque j'étais stagiaire à l'époque. J'entends des noms comme ça, je dis putain, je suis où là, c'est génial. C'est pas tous les jours. Et qui dit en gros on est en train de c'est le dogfight avec les Suisses. On a fait travailler l'équipe de design. On a fait des VPP mono multi, et en fait ça va se courir en multi et on a besoin de vous. Est-ce que vous êtes disponible quoi? Donc évidemment oui. Et ça a vraiment été une bascule dans l'agence, puisque ça a été vraiment une ouverture un peu vers cette course de la Coupe de l'Amérique, donc ce milieu de la course, pas au large, mais de la course inshore, le pinnacle de la course inshore à la voile, monde qui est traditionnellement exclusivement ou quasi exclusivement anglo-saxon, avec quelques incursions latines pour l'instant sans succès, mais quelques espagnols, quelques italiens, mais voilà. pas beaucoup quoi. Voilà. Et nous on a sorti Groupama 3 il y a peu, donc un bateau aussi assez iconique, grand trimaran. Alors 2 minutes, il l'est pas encore, il a pas encore gagné le Jules Verne, il a chaviré au large de la Nouvelle-Zélande, il a cassé, il est pas encore iconique. Il va l'être, mais il l'est pas encore. Et ben en tout cas, qui allait être iconique. Qui allait être iconique. Et évidemment. Mais surtout, pardon, je te coupe, Simon, surtout il y a tous les trimarans Orma, et c'est pour ça qu'ils viennent chez vous. C'est parce vous avez un vrai savoir-faire. Oui, mais il y a eu cette dimension-là avec le projet de Franck et un petit peu ce next step avec ce bateau-là. Il est beaucoup plus grand que d'habitude. Il est plus grand, il est plus poussé. Enfin, il a un truc. Et donc on est en plein là-dedans. Évidemment, les délais sont impossibles, et donc l'équipe s'engouffre là-dedans en mode pompier pour leur dire ok, on a, je me souviens plus, 6 mois pour faire un tri pour gagner un multi pour gagner la Coupe de l'Amérique. Donc mono, multi, kata, tri, kata, un peu la question classique. Et pour nous, c'est vraiment un peu l'ouverture vers quelque chose de complètement différent de ce qu'on connaissait pas. Des grosses équipes, à gros budget, la grosse machinerie anglo-saxonne, les design teams de 40. Et puis vous partez, il y a une partie d'entre vous qui partait à San Diego, non? Qui part à San Diego, Anna Cortés. Il y a eu l'aventure. Il y a eu toute une aventure que moi personnellement j'ai suivi de très loin, puisque j'étais pas du tout dans cette aventure-là. J'étais un peu jeune, mais en tout cas c'est un vrai point de bascule pour l'agence qui un peu nous fait réaliser 2 choses. C'est que la coupe commence à s'intéresser au multi, trouve que c'est pas mal, et ça c'est complètement fou quoi. Mis à part
88 où il y a eu ce coup de Trafalgar, ça reste quand même un milieu qui est très 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 traditionnel, anti-multi, très mono, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est nous, on se rend compte que ce que c'est qu'un gros projet de course avec un gros design, avec beaucoup d'ingénierie, avec des sujets qui sont poussés. Et c'est un peu un déclic aussi chez Marc et Vincent de se dire, là, il y a un certain nombre de choses qui sont au centre de la conception et qu'on n'a pas encore chez nous et qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes. Vous passez d'un stade d'artisan d'art, quoi, boutique assez chic qui sait faire du sur-mesure, à un truc qui va beaucoup plus au fond des choses, quoi. Je traduis avec mes mots, mais il y a de ça, quoi. Il y a un peu de ça, et il y a aussi un côté où l'archi qui était au centre en coordination, et l'expression c'est il sait pas faire grand chose mais il sait parler à tout le monde et il comprend tout le monde. Là il y a deux trois sujets en fait qui sont au centre de ces projets-là très précisément et qu'il faut pouvoir comprendre chez soi et faire chez soi. Parce que là, les projets qui sont orientés perf, notamment à l'époque, on nécessite de comprendre la perf chez soi. Et donc, à ce moment-là, ils décident de passer un peu la seconde sur la compréhension et la maîtrise de l'outil de prédiction de performance, de manière générale. Donc, en gros, pour synthétiser, c'est l'arrivée des ingénieurs, je schématise à gros traits, c'est l'arrivée des ingénieurs chez VPLP qui était une boîte d'architectes navals, quoi. Je simplifie, mais c'est ça, quoi. En simplifiant un peu, c'est ça, avec en tout cas un pôle un petit peu dédié sur ces métiers-là, ouais. Avec une compétence à part et pas uniquement en soutien projet. Xavier, je te vois hocher de la tête. Tu confirmes, toi qui es ingénieur? Ouais, moi je suis arrivé encore un peu après tout ça, mais effectivement pour faire le lien avec Simon qui a eu la bonne idée de se faire appeler par Artemis et du coup de laisser un peu une place vacante ici à Vannes que j'ai été très content d'occuper, et mon CDD s'est transformé sur du plus long terme. Et voilà. Effectivement pour continuer ce développement et cette appropriation des outils de prédiction de performance qui historiquement étaient sous-traités à des spécialistes avec qui on travaille encore d'ailleurs pour la plupart, mais qui aujourd'hui 90% de cette activité ou 95% est internalisé. Ouais. Et pourquoi ça devient un enjeu de l'internaliser? C'est parce qu'en fait ça devient le cœur le cœur des projets. Et explique-nous, essaye de nous expliquer pourquoi ça devient. Ça fait longtemps qu'il y a des VPP. Je pense que c'est pas le cœur, c'est un des cœurs. Disons qu'aujourd'hui un projet c'est, je sais pas, j'allais dire c'est un triptyque où c'est une forme qui a encore plus de branches que trois, et donc il y a la performance, il y a la structure, il y a l'architecture. Et un bon projet et un bon mix entre tout ça. Et le fait d'avoir des gens qui, au sein d'un même plateau, sur le même plateau d'un open space ou autour d'une même table de réunion, peuvent échanger de façon complètement libre et brainstormer et apporter des éléments de réflexion, de compréhension, c'est absolument indispensable. C'est vraiment comme ça qu'on voit notre métier aujourd'hui. Et alors, ça se traduit comment cette prise de conscience? Il y a un afflux d'ingénieurs qui arrivent? Non, tu nous connais, on est quand même des gens plutôt prudents de manière générale, et ça s'est fait plutôt petit à petit, avec de manière un peu mesurée, avec d'abord des bouts, et puis un, et puis deux, et puis uniquement de la perf, et ensuite de la structure, perf et structure, et puis les deux sont un petit peu rejointes sur notamment le calcul d'appendice où c'est très très intriqué, et aujourd'hui c'est quasiment la moitié des effectifs, mais ça a pris 15 ans, une petite moitié. Et alors, je voudrais revenir sur cette partie performance. Quand à l'époque, quand on vient vous chercher pour dessiner un bateau de course, comment fonctionne la construction du projet de ce point de vue-là? La perf, enfin, j'imagine que pour un skipper, la performance, elle est au centre de tout, quoi. Oui, en fait, quand on parle de la performance, je pense que ce qui a changé peut-être entre les années 90 et les années 2010 et plus, c'est plus vraiment se dire que là où avant la prise de décision et l'itération dans les boucles archi, ce qu'on appelle un peu de manière galvaudée les boucles archi, mais la prise de décision architecturale avant passait dans la tête d'un ou de deux bonhommes, et aujourd'hui, et qui ensuite derrière faisait appel à des spécialistes pour raffiner un certain nombre de choses, ou valider ou invalider leurs grands principes, leurs grandes orientations et les principes qu'ils avaient choisis. Aujourd'hui, cette boucle-là, elle nécessite plus d'expertise à chaque niveau, et elle peut plus tenir dans la tête d'un seul bonhomme, en tout cas sur des projets de haut niveau. Et donc, pour pouvoir essayer plus de choses
qui ont quand même une cohérence globale, et ben il faut un archi, un spécialiste structure, un spécialiste perf. Et si ces spécialistes-là se parlent pas, ou ont besoin d'un avenant, d'un protocole, etc. pour échanger, et ben le projet il se fait pas, ou alors il a la tête au niveau des bras et les bras au niveau des pieds, quoi. Et c'est plutôt ça l'évolution, c'est de se dire on veut continuer à phosphorer, à itérer, à créer des nouvelles choses, et pour faire ça on a tous besoin de se spécialiser, et quand on se spécialise tous, en fait chacun a un bout un peu plus petit. Par contre, comment faire en sorte d'être tous sous la même maison et continuer à se parler? Chaque métier de la boucle architecturale que tu évoquais devient de plus en plus pointu, de plus en plus spécialisé. C'est ça que je comprends. Hein. Et c'est vraiment ça qu'on a vu dans les grosses équipes de coupe, où en fait ces gens-là, ils sont tous, il y a que des spécialistes, il y en a beaucoup, mais ils sont sous une même bannière, ils ont tous le même maillot, ils travaillent ensemble, ils travaillent beaucoup d'ailleurs, et il y a un chef d'orchestre, mais c'est une équipe, quoi. Donc l'intégration des spécialistes devient obligatoire pour pouvoir être compétitif, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment fonctionne le pôle ingénierie aujourd'hui? On est une petite quinzaine répartis sur un peu comme disait Simon à l'instant, sur différents métiers, plus de spécialistes. Donc entre l'ingénierie structure, on a vraiment des gens qui sont spécialistes du calcul de structure, des matériaux composites et de la simulation associée. On a des gens qui font de la prédiction de performance au sens large avec des VPP, de la simulation dynamique, du développement de ces outils-là aussi, peut-être qu'on y reviendra. On a des gens qui font plus vraiment du dessin d'appendice, donc de la conception très couplée hydrostructure. Donc là, ça demande des compétences assez transverses en hydrodynamique et en mécanique des structures. Et également des gens qui font de la CFD, des méthodes numériques de calcul en mécanique des fluides. Donc là, c'est encore une compétence vraiment... il y a presque 3 ou 4 profils au sein des ingés, quoi. D'accord. Il lui reste quoi à l'architecte naval? Je fais pas de la provoque, mais il lui reste quoi? Le dessin des carènes, le plan de pont et toute l'intégration de tout ça et toute la coordination de tout ça. En fait, chacun de ces sujets, et un peu ce que disait Simon, est très spécialiste. Mais derrière, la personne qui va dire tiens, je pense que ça vaut le coup d'aller gagner 5% de masse en s'arrachant sur la structure parce que je vais pouvoir en remettre, je sais pas, dans le bulbe en IMOCA et qu'il y aura un vrai gain en stabilité ou que sais-je. Voilà, c'est une autre pierre à l'édifice finalement que constitue un beau bateau, quoi. Et vous travaillez physiquement tous au même endroit ou on a cette particularité d'agence, à avoir quand même 3 bureaux distincts. C'est vrai que l'ingénierie chez VPLP est 90% ici à Vannes, avec quand même des personnes qui sont notamment à Nantes, un bureau que dirige Simon. Disons c'est essentiellement à Vannes, mais on a quand même des gens qui se déplacent régulièrement. Aujourd'hui, c'est ouais. Un petit peu encore tu l'as évoqué rapidement, Xavier, sur les outils. Je crois que l'un des enjeux pour les cabinets d'architectes et la compétition mondiale entre cabinets, on a compris d'intégrer le plus possible tous les métiers de l'architecture navale et aussi de développer vos propres outils. Et pour avoir un peu suivi l'affaire, vous avez notamment un simulateur qui est quelque chose d'obligatoire aujourd'hui dans tous les grands cabinets. Mais vous une partie du pôle que tu coordonnes, doit produire et construire des outils spécifiques pour arriver à faire tout ça. Effectivement, c'est propre dans le monde du nautisme, c'est quand même beaucoup porté par la perf en général, parce qu'il y a peu d'outils sur le marché qui existent, qui font ces choses-là. Tous les métiers de la prédiction de performance, finalement, dans cet écosystème des gens qui font de la prédiction de performance, il y a beaucoup de gens qui développent leurs propres outils, parce qu'il y a peu de logiciels commerciaux qui existent. En simulation dynamique, il y en a quelques-uns, mais ils se comptent sur moins que les doigts d'une main. En CFD, c'est quand même très commercial, on utilise des logiciels commerciaux. Mais pour tout ce qui est FSI, une prédiction de forme déformée d'appendice, là, tout le monde travaille avec ses propres outils. Donc effectivement, ça demande d'avoir ses compétences en propre, en interne, pour développer ces outils et être agile. Finalement, dans l'équipe, c'est un vrai choix, nous, de structure d'entreprise, où on n'a pas des développeurs informatiques et des ingénieurs concepteurs à côté. C'est les mêmes personnes, finalement. C'est des profils qui sont, alors certains avec plus d'appétence en développement que d'autres, mais au fil d'un projet, si on a des besoins de développement pour développer une nouvelle méthode de calcul ou de travail, on sait le faire aussi au fil d'un projet et en parallèle du besoin, quoi. Donc on a effectivement des concepteurs développeurs, quoi, je dirais. On a compris que le pôle ingénierie, il était arrivé avec la course.
Est-ce qu'ils travaillent de la même manière, de manière aussi verticale entre guillemets sur les deux autres pôles que sont la plaisance et le maritime? C'est un des aspects qui est, je pense, intéressant pour nous, pour les architectes côté projet et aussi pour les ingénieurs côté la vie quotidienne, c'est que le pôle ingénierie, c'est plutôt un pôle ressources qu'on va appeler un pôle ressources, et donc on va pouvoir demander de l'aide aux ingénieurs sur des projets plaisance ou sur des projets maritimes de manière assez extensive en fait, en structure ou en performance, pour renforcer une équipe projet sous la houlette d'un architecte qui va plutôt être plaisance ou plutôt être maritime. Donc tu peux aller piocher dans les ressources qu'il y a dans le pôle ingénierie. Voilà. Et nous, ça nous permet quand on propose un projet, quand on vend un projet plaisance ou quand on vend un projet maritime, d'avoir cette compétence-là à notre arc, de l'internaliser. En ayant effectivement une espèce de sous-traitance interne. Enfin, on parle à un collègue, quoi. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre le champ des possibles pour les projets plaisance et ça ouvre le champ des projets pour les ingés, quoi. Est-ce que ça veut dire que du coup, il y a de moins en moins de partenariats extérieurs? C'est-à-dire que vous êtes capable aujourd'hui de tout intégrer en interne, ou est-ce qu'il y a encore vous devez encore aller chercher des ressources à l'extérieur? Non, je pense qu'on a toujours eu un peu cette idée-là de monter en compétences et en même temps d'aller chercher des experts qui sont plus experts que nous quand on en a besoin. Donc quand on a des projets où on a des challenges vraiment élevés ou très grand prix ou des questions de ressources ou de niveau de technicité, on a toujours et on aura toujours des partenaires avec qui on pourra bosser pour proposer quelque chose qui va un peu plus loin que ce qu'on sait faire tout seul. Xavier, je te voyais au pilier du chef. Non, bah j'aurais pas dit mieux, chef. Très bien. La Coupe de 2010 donc a profondément transformé et jusqu'à aujourd'hui le VPLP. Est-ce que vous avez réussi derrière à embarquer sur d'autres coupes? Est-ce que vous suivez ça de près? Est-ce que on sait bien à quel point ça nourrit les voileries attendent les retours de la coupe avec beaucoup d'attentes. On sait bien à quel point ça nourrit tout l'écosystème du design de la course. Où est-ce que vous en êtes, vous? Est-ce que vous avez réussi à embarquer un petit peu dans les dernières? Plutôt pas trop mal. C'est toujours un peu des questions qu'on a en tant que bureau ou cabinet d'architecte, parce que on a un peu perdu le mode traditionnel où les bateaux étaient aussi des bateaux d'architectes. Là, c'est clairement des bateaux d'équipe maintenant. Donc, on n'a plus le phare contre le Stephenson. Il y a un chief designer, je sais plus comment ça, enfin responsable du design, mais qui effectivement ne peut pas se permettre de signer de seul son nom, quoi. Non, et ils font plus vraiment appel à des cabinets d'architecture qui ont pignon sur rue. Ils créent maintenant un design team qu'ils essayent de faire perdurer d'une édition à l'autre. Cela étant dit, on tire quand même pas mal notre épingle du jeu, puisqu'on a bossé sur la coupe en 34e à San Francisco, sur la 35e des Bermudes, et là on est assez impliqué avec Luna Rossa sur la coupe actuelle, la dernière, la AC37, avec notamment un de nos ingénieurs qui est responsable du dessin des appendices chez eux. On peut donner son nom? Oui, bien sûr, Adrien Le Tourneur. Qui a été un peu en immersion chez eux là depuis quasiment 3 ans. Et donc il est détaché? Il est détaché de chez nous pour à peu près exclusivement sur le projet pour dessiner leur wing et leur safran en fait. D'accord. Et lui quand il va revenir fort de toute cette expérience là et il va pouvoir nourrir le reste de l'équipe. Voilà, c'est vraiment l'idée, et d'avoir cet échange là, et de lui à l'équipe et de nous à l'équipe de coupe quand c'est possible. Et c'est assez riche, ouais. C'est indispensable aujourd'hui pour un cabinet d'architecture navale d'être impliqué dans la coupe édition après édition, comme je sais pas les voileries, une célèbre voilerie américaine met un point d'honneur à avoir des designers partout, parce que quand ils reviennent avec beaucoup d'expertise. Bah, c'est sûr que les enjeux de développement sont tels, les moyens sont tels qu'ils vont forcément beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans les développements que ce qu'on peut faire quand on est 15 ingénieurs, ce qui paraît beaucoup au sein d'un cabinet d'architectes, mais par rapport à la taille de leur design team fois X équipe de coupe, forcément il y a une force de frappe avec vraiment des experts qui est différente. Donc oui, pour nous c'est fondamental d'avoir un pied dans ce monde-là pour avoir ce retour d'expérience. Et Adrien, quand il va revenir, vous allez le débriefer. Il vient dans la grande salle de réunion, on est ici, là vous le triturez comme au FBI. Il dort ici, on l'a. C'est pas le bureau des légendes, mais
Mais oui, après faut avoir du recul par rapport à tout ça, et l'idée c'est quand même qu'on continue un peu à travailler avec ce monde-là. Il y a des choses qui sont transposables, des choses qui le sont pas. C'est ça qui est intéressant de voir. Et puis ça ouvre aussi sur je pense sur un monde anglo-saxon, on va dire, pour simplifier, hein, parce que c'est pas en l'occurrence il est italien, bon, là. voilà, mais qu'on connaît pas forcément, nous qui sommes plutôt dans la course au large française, voire ouest française, et c'est aussi assez riche parce qu'il y a des projets sympas qui s'y passent. Est-ce qu'il y a une dimension marketing aussi, c'est-à-dire que les clients dans le monde dans votre activité peut-être de super yacht, est-ce qu'il y a des clients qui peuvent vous dire j'ai vu que vous étiez sur la coupe? Toujours, c'est quand même voilà, ça c'est un prestige, c'est la F1 des mers, le pinnacle of yacht racing, etc. Je te passe les superlatifs. Bien sûr, oui, c'est quand même ce qui se fait de mieux d'un point de vue projet technique, sportif dans la voile. En tout cas sur le long terme et sur cette ouais. Alors vas-y, non, j'allais dire effectivement de façon même aussi concrète, projet là en ce qui nous concerne pour la 37e, il y a eu le Chase Boat qui nous a permis fait d'avoir Adrien. Il faut t'expliquer un petit peu. Le Chase Boat, c'est les bateaux à hydrogène qui suivent les c'est ça, les Kiwis ont dans les règles là de cette 37e ont imposé à chaque équipe de disposer d'un bateau support à énergie hydrogène à foil qui doit atteindre les 50 nœuds. Un peu pour donner une distraction à chaque équipe en plus du design de leur AC75. Et Luna Rossa nous a confié la conception, l'architecture générale de ce bateau-là. Oui, en plus des appendices de la C75. Voilà, donc là effectivement ça nous a permis aussi d'avoir de pouvoir développer un projet sympa à haute technicité, un peu parce qu'on avait ces contacts avec eux puis des foils qui décollent à 25 nœuds et qui vont à 50 avec une puissance réduite, c'est pas non plus facile. Ouais, c'était pas simple. Et là, pour le pôle maritime, c'est intéressant, j'imagine aussi, un peu comme démonstrateur. Ouais, c'était intéressant. Après, ça reste quand même un objet qui est très très spécifique. Disons que le côté hydrogène était intéressant à voir. On a aussi des parallèles avec Maritime Plaisance, mais oui, c'est un démonstrateur qui était assez original. Ouais. Dernière question, on a parlé de Coupe d'Amérique, on a parlé d'ingénieurs, on est en 2024. Est-ce que c'est possible de ne pas poser la question de l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est une tarte à la crème? Vous pouvez rigoler tous les deux. Je laisse Xavier. Approche-toi des micros, Xavier, pour répondre. Écoute, effectivement, on en entend beaucoup parler. Nous, on s'intéresse à ces méthodes-là de machine learning en général depuis relativement peu de temps, mais depuis 2-3 ans. Et effectivement, aujourd'hui, on a une personne ingénieur en machine learning au bureau pour développer des méthodes de traitement de données qui nous permettent de faire des ponts entre la simulation dynamique et les données vraies mesurées sur les bateaux. Je pense que c'est très très naissant suivant les domaines, suivant les applications. Sur la coupe, il y en a bien évidemment aussi. Il y a d'autres gens qui en font beaucoup. Nous, on voit pas mal de perspectives à ces méthodes-là pour avoir des méthodes croisées à mi-chemin entre la modélisation physique et l'intelligence artificielle. Ça ouvre vraiment des perspectives assez intéressante. En tout cas, on y croit. C'est vrai que on peut vite un peu, c'est tellement vaste ça peut devenir un peu vertigineux. On a des premiers bouts de logiciels là qui tournent, qui sont intéressants. On aura l'occasion d'en rediscuter dans peu de temps, j'espère. Très bien. C'est aujourd'hui les marins qui viennent vous voir pour dessiner des bateaux de course, ils vous en parlent? C'est pas forcément eux qui évoquent la chose, non, en premier. C'est plutôt, je pense, que ça vient plutôt dans l'autre sens. Presque, faut un peu faire attention à pas se perdre, parce qu'un bateau qui va vite, c'est aujourd'hui, je pense, avant tout une histoire de philosophie générale et de dessin et pas d'IA. On n'est vraiment pas du tout là-dedans. On est plus dans utiliser ces méthodes-là pour mieux comprendre les données qu'on reçoit, ou en tout cas mieux avoir plus d'informations intelligibles au sens de quelque chose qu'on peut traiter. On n'est pas du tout dans l'IA générative du meilleur foil, quoi. C'est absolument pas cette dimension-là qu'on explore. Oui, ça a des applications très concrètes, notamment au niveau de la masse de données que vous recevez et du traitement, savoir quelles sont les infos pertinentes, quelles sont celles qui servent à rien, etc. Et puis au final, en fait, c'est un peu un peu en reculant d'un pas, c'est vraiment de ne pas oublier qu'on reste avant tout une boîte d'architecture navale, et donc ce qu'on fait, c'est des bateaux qui vont vite ou qui vont bien ou qui vont comme il était prévu, selon ce qui est prévu. Et comme il était prévu. et donc à ce titre, la technicité, l'ingénierie est vraiment
au cœur et au service de ce projet-là, mais l'ingénierie, c'est pas une fin en soi. C'est ça que je veux dire. Chez nous, c'est vraiment. C'est au service d'un bateau qui va vraiment... ou vite, ou en consommant peu, ou d'un projet de bateau. Confort, voilà. D'un projet de bateau. Voilà, on n'est pas à faire des heures d'études pour faire des heures d'études. C'est vraiment pas c'est pas le but. Ouais. Très bien. Merci, messieurs, pour ces explications très claires sur la naissance du pôle d'ingénierie et l'impact de cette Coupe de l'América 2010. Et on verra dans le dernier épisode avec toi, Simon, qu'elle a eu encore d'autres impacts, notamment sur l'activité maritime. Merci à tous les deux. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de VPLP Design 40 ans d'architecture navale. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'agence et sur ses projets, toutes les infos sont sur vplp.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à la page LinkedIn de VPLP pour suivre son actu.